Salut les sportifs connectés, c'est Hermano, vous êtes bien sur le podcast des sportifs connectés, le podcast de nakan.ch et aujourd'hui nous enregistrons encore un épisode international. Et oui, puisque nous avons Greg from Switzerland. Salut Greg. Salut Hermano, comment vas-tu ? Écoute, très bien. Et puis, nous avons un invité qui est déjà passé nous faire un petit coucou, mais qui va répondre à un auditeur qui nous a posé une question. Donc Greg, tu nous la diffuseras tout à l'heure pour que tout le monde l'ait bien en tête. Mais cet invité, eh bien tiens, je ne dis même pas ton nom, je te laisse te présenter parce qu'il n'y a que toi qui peux te présenter ainsi. Mon nom n'est nul autre que le fantastique, le merveilleux, l'extraordinaire et le tout-puissant Denis Boucher. Et il est important pour vous de savoir à ce moment-ci que je suis le seul homme dans l'univers à pouvoir répandre la divine parole d'exercice. Ah, que c'est beau. Salut à toi, Denis. Merci. Salut tout le monde. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, et je doute qu'il existe encore des gens dans l'univers qui ne connaissent pas le docteur Denis Boucher, n'y voyez rien de présomptueux. C'est juste que c'est vrai. C'est le seul et unique homme habilité à diffuser la bonne parole d'exercice. Et la preuve, il est venu faire le premier épisode avec nous et des auditeurs lui ont posé la question. Donc, avant même que l'épisode soit terminé, moi, je vous inviterai toutes et tous, auditeurs chéris, gros dodus ou pas, comme tu les appelles, Denis, dans ton podcast, mais on y reviendra aussi tout à l'heure, à faire comme notre auditeur de la dernière fois, à venir poser vos questions, soit de manière écrite, soit de manière audio, en nous laissant un segment audio sur Encore, ou de toutes les manières que vous le préférez avec les nouvelles technologies et nos nouveaux smartphones, mais vous pouvez aussi nous envoyer un petit message via Telegram ou via WhatsApp. Vous trouverez tout ça sur podcast.nakan.ch, tout y est expliqué en détail. Écoutez messieurs, je propose que ni une ni deux, sans autre forme de transition, comme disait un collègue de l'équipe de Nipcast, on rentre dans le vif du sujet. Greg, je te laisse peut-être la parole pour expliquer le sujet du jour. Oui, alors donc on a reçu un message audio déposé sur notre boîte WhatsApp, comme tu l'as si bien décrite à l'instant, et un auditeur, suite à notre premier épisode avec Denis, eh bien, avait une question. Elle est plutôt longue, elle est plutôt technique, mais apparemment, Denis, toi tu as jugé, quand on t'a fait suivre cette question, qu'il était préférable non pas de juste répondre oui, non, faut pas faire comme ça, ou bien voilà, mais de réenregistrer un épisode complet pour débattre de cette thématique, parce que c'était plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer. Une réponse aurait été trop courte, on était aussi bien d'y aller avec un podcast complet. D'accord. Donc, avant d'aller plus loin dans la discussion, je vous propose d'écouter la question de cet auditeur. Salut nakan.ch et Hermano. J'avais une question pour vous par rapport au premier podcast avec le docteur Boucher. J'ai trouvé donc son intervention assez intéressante et puis donc du coup j'ai acheté son livre sur courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. Il parle de gestion de ressources énergétiques et de repos. Et en fait, j'avais acheté un autre bouquin qui s'appelle Ultra Performance du Dr Kuhn, qui est aussi un triathlète a priori connu dans le monde du triathlon. Et lui, en fait, il parle d'un protocole qui s'appelle le sleep low. Donc en fait, c'est le dormir avec le glycogène bas, qui permet en fait de faire un entraînement le soir, de dormir à jeun avec une ration protéique et de faire un deuxième entraînement le matin avec ses réserves de glycogène basse. Du coup, j'ai l'impression que les deux se marchent un peu dessus et j'aurais aimé savoir si vous avez d'autres points à apporter par rapport à ça, parce qu'effectivement, donc ce week-end j'ai fait la cyclo du Léman et j'avais bien rechargé mes recharges glucidiques en fait la semaine avant de faire la compète et je me suis bien alimenté sur la compète et du coup j'ai pas eu mal et je suis pas bien récupéré. Voilà, donc j'aurais aimé avoir votre avis et puis savoir ce que vous en pensez. Voilà, merci beaucoup et puis j'espère avoir un retour de votre part. Salut. Voilà, donc c'est le message que nous a laissé notre auditeur. Et alors juste pour situer le contexte, il parle de la cyclo du Léman dans son message. Sachez juste que c'est une course cycliste qui a lieu chaque année ici en Suisse romande, qui consiste à faire le tour du lac Léman à vélo. C'est 180 km avec peu de dénivelé. Donc voilà, c'est une épreuve de 4, 5 heures, 6 heures, ça dépend de son niveau. Mais voilà un petit peu pour situer ce que notre auditeur nous dit comme compétition. Denis, le micro est à toi. Qu'en penses-tu ? Et messieurs, je ne commenterai pas sur les publications du Dr Kuhn car je n'ai rien lu à propos du Dr Kuhn.
Et donc, j'émettrais des commentaires inappropriés car n'ayant pas d'informations sur ce qu'il a écrit. Par contre, je vais revenir sur ce que Mathieu a mentionné. Je vais vous donner mon point de vue de physiologiste de l'exercice et au niveau des réserves bioénergétiques. La problématique est, selon moi, je ne vois aucune utilité de s'entraîner sur des réserves en glycogène basses. Pourquoi devrais-je m'entraîner sur des réserves en glycogène basses quand je peux, grâce à la nutrition, l'alimentation, maintenir des réserves bioénergétiques optimales en tout temps? Si Mathieu me dit, oui, mais Denis, on baisse les réserves en glycogène et par la suite, elles vont réaugmenter, ça nous ramène aux années 1967 où la surcompensation en glycogène a débuté et ça a été une mode de l'époque. On a établi différents protocoles de surcompensation en glycogène, certains très radicaux, d'autres plus soft, plus doux, mais il n'y a jamais vraiment eu de conclusion concrète dans la littérature scientifique sur l'efficacité de la surcompensation en glycogène. Mais en fait, c'est comme l'entraînement à haute intensité dont tu parles si tendrement dans tes podcasts. Oui, tendrement, que j'aime ces mots. Ça n'a aucune utilité parce que le corps a besoin d'énergie pour s'adapter. Et l'adaptation, c'est vraiment l'exercice, l'entraînement et la stimulation qui dit à votre corps qu'il doit s'adapter. Pour s'adapter, il a besoin de réserves bioénergétiques. Si vos réserves bioénergétiques sont basses, votre entraînement ne sert à rien. Et vous aurez beau me dire, oui, je fais un entraînement et je vais avoir davantage de réserves de glycogène et je vais brûler davantage de lipides par la suite. On entre dans un domaine où on omet plusieurs variables. Ce que Mathieu me décrit, il me parle de réserves en glycogène, mais les questions que je lui aurais posées, quel est ton apport calorique? Quel est ton apport en protéines? Quel est ton apport en lipides? Quel est ton apport en glucides? C'est l'ensemble des variables au niveau nutritionnel dont on doit tenir compte. Si vous faites un entraînement, vous dépensez 3000 calories et que vous n'en consommez que 2000, vous allez être en carence. Votre entraînement ne donnera rien. Hermano, vas-y, tu as levé le doigt. Oui, j'ai levé le doigt, monsieur le professeur, monsieur le docteur. On s'était dit qu'on essaierait de vulgariser un maximum. Peut-être que tu peux rappeler pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas forcément, qu'est-ce que le glycogène, qu'est-ce que les glucides, les protéines, les protéines, etc. Très rapidement, on ne va pas faire un cours de bio non plus. Les glucides, vous allez les retrouver principalement dans les pâtes alimentaires, les pains, les céréales. Les lipides, vous allez les retrouver dans les viandes blanches, les viandes rouges, les poissons gras, les graines, les noix, les amandes. Et les protéines, vous allez les retrouver également dans les produits laitiers, les viandes blanches, les viandes rouges, soya, donc les trois composantes, les trois macronutriments. Ok. Et du coup, dans la chaîne énergétique, à quoi ils servent et comment ils sont utilisés par notre corps et à quel moment peut-être? Encore une fois, très rapidement. Hein. Très rapidement, les protéines vont servir à 10% de la production d'énergie en général. Les glucides et les lipides constituent les deux principales sources d'énergie. Et à l'entraînement, les glucides et les lipides sont utilisés en fonction de l'intensité de l'effort et non en fonction de ce que vous allez consommer. Si vous êtes à basse intensité, si vous vous entraînez en deçà de votre seuil d'échange gazeux, est-ce qu'on va devoir expliquer le seuil d'échange gazeux? Non, je pense que pour le seuil d'échange gazeux, on va les renvoyer à ton livre. C'est très bien expliqué en 4-5 pages. OK, merci. Donc, vous allez utiliser des lipides, mais lorsque l'intensité est trop élevée, vous allez utiliser principalement des glucides, qui est une source d'énergie rapidement utilisable. Non, c'est très clair. Et juste encore, les réserves de glycogène dont parle Mathieu dans son intervention, on est d'accord que c'est des réserves qui sont directement disponibles pour notre organisme pour l'effort. Je crois qu'ils sont stockés principalement dans les muscles et dans le foie. Et c'est là que c'est quasiment de l'énergie pure pour le corps. Tout à fait. La majeure partie du glycogène est stockée dans les muscles et une petite partie dans le foie. Ce qu'il faut retenir également, c'est que pour 1 gramme de glycogène que vous formez dans votre corps, vous allez absorber de 2 à 3 grammes d'eau. Les deux vont de pair. Si vous ne vous hydratez pas suffisamment, vous allez avoir de la difficulté à construire vos réserves de glycogène. Donc, si elles sont basses, vous allez avoir de la difficulté à performer.
même si vous vous entraînez à basse intensité que vous utilisez principalement des lipides. Parce qu'en tout temps, vous allez utiliser en parallèle et des protéines, et des lipides, et des glucides. Alors moi, le pire que j'ai entendu par rapport aux réserves glycogènes quand elles s'épuisent, c'est pas forcément le fait que la performance va baisser, parce que ça, naturellement, si on n'a plus de carburant, on n'a plus de performance. Mais par contre, il y a un phénomène qui s'initie lorsque les réserves de glycogène arrivent au bout. C'est ce qu'on appelle le catabolisme. Alors là, tu vas pouvoir probablement mieux l'expliquer que moi, mais c'est quelque chose qui est... alors moi, j'ai toujours entendu et je suis toujours parti du principe que c'était pas bon. Non. En fait, la synthèse des protéines, votre musculature est constituée de protéines principalement. Donc, ce que l'on veut principalement, c'est de l'anabolisme. Donc, on veut construire nos réserves musculaires, construire nos fibres musculaires. Et le catabolisme est la dégradation des fibres musculaires. La dégradation des fibres musculaires se présente dans deux conditions principales: l'insuffisance en calories, l'insuffisance en protéines. Donc, si votre rapport en glucides est trop bas, votre rapport en calories va être insuffisant, vous risquez d'entrer en catabolisme. Donc, votre corps est incapable de s'adapter à l'entraînement, votre corps va utiliser des protéines musculaires pour se nourrir et vous n'obtenez donc aucun résultat de votre entraînement. Donc si on résume très très simplement, le catabolisme, c'est le fait que le corps va utiliser des morceaux de muscles comme source d'énergie et donc dégrader la fibre musculaire pour continuer à avancer. Oui. Et c'est dans des conditions comme ça que vous allez rencontrer des athlètes qui sont en surentraînement. Poussent l'entraînement, mais gèrent très mal leur nutrition et leur VO2 max stagne et même décroît dans le temps. Ah, ça me rappelle un de tes derniers podcasts où justement tu parles du surentraînement, de la non-progression, enfin de l'arrêt de la progression, voire même de la dégradation de l'entraînement ou de la condition physique. Oui. Et je vous dirais, malheureusement, ce que j'observe très souvent lorsque je teste des gens qui s'entraînent beaucoup, la nutrition est la dernière chose dont ils s'occupent. Mais ça devrait être la principale chose dont ils devraient s'occuper. Parce que c'est grâce à la nutrition que vous allez vous adapter. Et les gens cherchent des programmes d'entraînement miracles, des stratégies exceptionnelles dans l'espoir de s'améliorer, quand en réalité, des entraînements très simples de base, comme on en parlait avec Grégory tout à l'heure, 80% du temps en situation aérobie et 20% du temps à plus haute intensité, avec une nutrition bien adaptée à votre dépense énergétique, vous allez obtenir un maximum de résultats. Bon, alors normalement, tout le monde sait ce que c'est que l'entraînement aérobie, mais très rapidement, l'aérobie versus l'anaérobie. OK. L'aérobie, c'est l'utilisation de l'oxygène pour la production d'énergie. Vous avez deux phases à l'aérobie. Vous avez lorsque votre corps utilise des réserves de lipides. Lorsque vous transitez vers le seuil d'échange gazeux, c'est-à-dire lorsque vous commencez à utiliser des glucides, le sous-produit d'utilisation des glucides est l'acide lactique. Et vous allez réusiner l'acide lactique comme source d'énergie. Vous êtes encore en situation aérobie. Vous rentrez en situation anaérobie lorsque vous commencez à accumuler de l'acide lactique. Donc l'acide lactique, c'est ce qui va nous créer des crampes et nous faire des petits bobos. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, excusez-moi messieurs, mais je vais déroger un peu de notre plan de match, mais lorsque je fais des tests de VO2 max, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je mesure l'impact au sol, les G au sol des gens lorsque je fais des tests. Et ce qui est vraiment hallucinant, c'est que l'impact est minimal lorsqu'on est en deçà du seuil d'échange gazeux, donc on est en dessous de 1 G approximativement. Lorsqu'on transite vers le seuil d'échange gazeux, là on augmente. Donc on passe le 1 G d'impact au sol, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Lorsqu'on arrive à l'accumulation d'acide lactique, c'est là que l'impact est maximal, que je vais avoir du 2 G, parfois plus. Et le G est le poids du corps. Donc 1 G une fois le poids du corps, 2G, 2 fois le poids du corps. Et lorsqu'on arrive dans l'accumulation de l'acide lactique, c'est là que l'impact est maximal et c'est là que les gens se blessent. Et Greg, ça fait un peu écho à un de nos derniers épisodes qu'on a fait en duo, où déjà on se posait la question de l'efficacité de nos cardio-GPS, mais aussi où tu nous disais que peut-être pour mieux calibrer nos entraînements, on pouvait s'aider d'un footpod qui intègre un capteur de puissance. Et donc peut-être que ce que nous dit Denis pourrait aussi nous permettre, en analysant notre capteur de puissance, de savoir quand on est en endurance,
ou quand on passe au-delà du seuil d'endurance. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? La corrélation est excellente. Je pense que ça triche pas, hein, et je pense que c'est très très intéressant ce que Denis vient de dire, parce que ça prouve que il y a vraiment une corrélation directe entre l'effort métabolique et puis le stress mécanique qui est subi, quoi. Donc vraiment, plus on met d'intensité au niveau cardiovasculaire, au niveau du métabolisme, au niveau des filières énergétiques, plus on met du stress à ce niveau-là, forcément il va s'en suivre un stress mécanique qui va être supérieur. Donc la règle des 80-20, elle est encore plus juste, parce que d'une part, si vous faites trop d'entraînement au-delà de l'aérobie, donc au-delà de ces 80% d'entraînement qui sont normalement dédiés à l'aérobie, si on commence à diminuer cette partie-là lors de son entraînement, eh bien non seulement on va fatiguer le métabolisme et on va fatiguer le corps et le cardiovasculaire, mais aussi on va commencer à risquer des blessures qui sont des tendinites, des fractures de fatigue et ce genre de petites plaisanteries qu'on n'aime pas trop quand on est coureur à pied, quand on est sportif, parce que c'est directement lié, quoi. Tout à fait. Les gens qui ont gardé une certaine ouverture d'esprit, qui ont lu mon livre et qui ont pris la décision de ralentir, de diminuer l'intensité de l'entraînement. Le nombre de témoignages que j'ai eu de coureurs qui m'ont écrit pour me dire « Denis, j'avais arrêté la course parce que c'était blessure par-dessus blessure et maintenant que j'ai suivi tes recommandations, donc me tenir à bas régime, à basse intensité, je peux courir librement, plus aucune blessure, plus aucun épuisement et j'ai repris un rythme qui est très satisfaisant. » Donc ça, c'est vraiment intéressant, hein. Et Denis, pour compléter dans ce que tu viens de dire, est-ce que ça veut dire que ces personnes qui ne doivent pas s'entraîner à plus de 80% pour rester dans un entraînement, disons, endurance, enfin aérobie, à un niveau aérobie, est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir, à un moment ou à un autre, augmenter soit la quantité, soit l'intensité, ou est-ce qu'au contraire, c'est une accumulation de ces entraînements qui vont leur permettre, après, de pouvoir aller plus loin? Il y a des variantes d'un individu à l'autre. Moi, ce que je recommande, les gens qui se sont blessés à haute intensité, très souvent, il y a une histoire de biomécanique de course à l'arrière. Il y a des éléments que les gens n'ont pas intégrés. Donc, moi, ce que je recommande tout le temps, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, Hermano, c'est vraiment de rester le plus longtemps possible à basse intensité. Il est préférable d'augmenter le volume si on veut augmenter l'endurance que d'augmenter l'intensité. Est-ce que ça répond à ta question, Hermano, ou c'est... Oui, ça répond. De toute façon, si on lit ton livre, on verra qu'en augmentant le volume et en restant en intensité basse, à un moment, on va pouvoir peut-être passer à une intensité plus élevée. Vous seriez étonnés, messieurs, aussi, le temps que je passe en laboratoire à aider les coureurs à comprendre les vecteurs de force. La plupart des coureurs ne s'imaginent pas que la course est une propulsion. Beaucoup de coureurs vont travailler musculairement pour se propulser, quand en réalité, le travail musculaire doit être réduit au minimum, se servir du retour de force dans les mollets pour la propulsion et avoir les inclinaisons du corps parfaites pour que le vecteur de force permette une propulsion avant. C'est incroyable. Même chez des coureurs expérimentés, je suis obligé de faire très régulièrement ce travail. Et imaginez, vous améliorez votre nutrition, vous améliorez votre entraînement parce que vous vous orientez davantage vers l'endurance, vous améliorez votre biomécanique de course, donc vous allez diminuer votre dépense énergétique, vous allez donc devenir plus efficace. Pour moi, c'est beaucoup plus important d'harmoniser nutrition, entraînement de basse intensité, biomécanique, que d'y aller vers des entraînements de haute intensité. Parce que l'entraînement de haute intensité ne vous apportera jamais autant de bénéfices que ces trois variables combinées: nutrition, entraînement à basse intensité et biomécanique. Non, mais c'est trop compliqué, Denis. C'est trop compliqué dans une vie trop chargée. On ne peut pas. Je ne suis pas d'accord. Non, je me refuse. J'enfile mon gilet jaune pour les Français. Je dis ce n'est pas possible. Alors, nous recommanderons à tous ces gens de rester des coureurs ordinaires. Non, il y a un truc très simple qu'on peut faire et puis que j'avais mis en pratique il y a quelque temps. Alors, je l'ai pas refait récemment, mais c'est une expérience qu'il faudrait que je refasse. C'est tout simplement, soit si on est seul, essayer de le faire avec un trépied, etc. Mais c'est de se filmer pendant qu'on court. Parce que en fait, on ne se voit
voit jamais courir. Et c'est vraiment quelque chose de très très intéressant de se voir courir et puis d'analyser un petit peu sa foulée soi-même. Ça aura pas l'œil du spécialiste, mais ça va déjà mettre en évidence quelques grosses erreurs qu'on peut faire ou quelques axes d'amélioration importants, et notamment d'essayer de réduire cette oscillation verticale, parce que quand on court, Denis, tu le disais très justement, l'objectif c'est d'aller le plus possible en avant. Or, nous les humains, dans l'espace, on va faire des mouvements qui vont nous propulser dans les 3 dimensions, latéralement, en avant, en arrière, et puis en haut et en bas. Et donc, essayer de réduire déjà cette oscillation verticale qui va faire ce mouvement du corps qui va aller en haut, en bas, etc. Si on arrive à le réduire, c'est toute l'énergie qu'on pourra mettre en plus pour aller en avant. Donc, la solution de base, si on a un autre coéquipier de course à pied, le plus simple, c'est lui demander de nous filmer pendant qu'on court, et puis essayer d'organiser ça tout seul si on est un coureur solitaire. Mais déjà, rien que ça, c'est une expérience très intéressante. Oui, parce que tu vois, c'est ce que je demande à mes clients de l'extérieur, de m'envoyer une vidéo de côté, d'avant, d'arrière, pour que je puisse leur envoyer mes recommandations. Mais exactement, c'est un très bon moyen pour commencer, pour modifier sa mécanique de course. Ouais, bon, plus sérieusement, parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit des bêtises, mais... Tu as le droit, parce que j'en dis très rarement, Hermano, donc tu as le droit à 1 ou 2 occasionnellement. Non, je confirme, tu dis très rarement des bêtises. Par contre, j'aime bien ton franc-parler. Mais bon, on en parlait déjà en off, on va pas revenir dessus. Non, mais est-ce que tu ne crois pas, plus sérieusement, Denis, que finalement, cet apprentissage de la course à pied, que pour qui il n'est quasiment pas inné, ça devrait faire partie des cours d'éducation physique, de sport à l'école? Mais oui, mais on retrouve ça nulle part. Nulle part sur la planète, on va enseigner à faire les choses correctement dès le départ. Tout ce qui est entraînement est basé sur de vieux principes. Malheureusement. Et on enseigne, et je le sais très bien au Québec, je ne sais pas ce qu'il y en est de votre côté de l'Atlantique, mais au Québec, je le sais très bien qu'on présente encore de vieux principes d'entraînement qui remontent aux années 70 et 80. Et qu'on est encore convaincu que ça fonctionne. C'est épouvantable. Chez nous, en tout cas, l'expérience personnelle que j'ai, c'est que ça dépend vraiment du professeur d'éducation physique qu'on pouvait avoir, et puis de son âge, et puis de sa connaissance qu'il pouvait y avoir des sciences du sport. Mais c'est vrai que c'était pas forcément les dernières avancées que j'ai entendues dans les salles de cours ou dans les salles de sport. Et puis même encore maintenant dans les clubs d'athlétisme, donc on parle même pas de l'école ou de professeurs généralistes qui donnent des indications un petit peu comme ça, ouais, pour courir mieux tu vas aller comme ci, comme ça. Mais même dans les clubs d'athlétisme ou d'autres, il y a encore des entraîneurs qui ont des conseils qui sont à mon sens rétrogrades par rapport aux connaissances que j'ai pu accumuler déjà en tant que sportif. Et puis ensuite, en plus, en élaborant ce podcast, on rencontre des spécialistes, on discute avec eux pendant qu'on enregistre, on discute avec eux en off, donc ça permet aussi d'augmenter un petit peu ce qu'on connaît de la course à pied, de la biomécanique, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont encore maintenant dictées dans les écoles d'athlétisme ou dans les clubs d'athlétisme qui sont à mon sens faux, en tout cas qui sont antiproductives. Est-ce que je peux te conter une expérience très traumatisante parlant de professeur d'éducation physique? Alors, je vais chercher mon petit-fils et ma petite-fille à l'école et je vois sortir du gymnase le professeur d'éducation physique obèse, un gros dodu, immense bedaine, la difficulté à marcher, épouvantable. Comment voulez-vous qu'un énergumène de ce genre puisse enseigner à courir à des enfants? Jamais de la vie. Il y a de la misère à mettre un pas en avant de l'autre. Un traumatisme. Merci de m'avoir écouté. Du coup, tu lui as offert une séance gratuite chez le doc Denis Boucher? Ah non, c'était irrécupérable, je peux vous le garantir. Il l'a considéré cause perdue, le pauvre. Perdu. Ah. Et tiens, d'ailleurs, dans un de tes derniers podcasts, tu parles de ce sportif de 65 ans à qui son entraîneur au gym, comme vous dites au Canada, lui conseillait de pousser la machine à 90% de sa FC Max sans même être certain que la personne pourrait tenir le rythme. Et en plus, le fameux coach se barre et laisse son petit vieux tout seul. Mais l'histoire ne dit pas si au final tu es intervenu ou pas. Non, je ne suis pas intervenu. C'était vraiment un conflit intérieur. C'est vraiment un conflit. Je trouvais ça tellement épouvantable, mais je me suis dit, c'est pas mon gym, c'est pas le lieu où j'ai le droit d'intervenir, mais c'est incroyable. Mais écoutez, c'est aussi une déformation professionnelle.
il a fallu que j'apprenne à me contrôler. Parce que le nombre de fois où je serais allé voir des gens pour leur dire « Arrête, t'es en train de mourir, t'es en train de crever, tu comprends pas que t'es cave et que ça fait aucun sens. » Alors, j'ai laissé tout ça de côté. J'ai préféré laisser mourir les gens d'eux-mêmes. Mais c'est de la non-assistance à personne en danger, monsieur Boucher. Oui, je pourrais être poursuivi. Tant qu'il meurt au figuré, ça va. Oui. Aussi, je voulais reprendre un peu plus sérieusement la discussion de notre podcast, parce que là, on parle un petit peu de généralité par rapport à l'entraînement de course à pied et puis d'anecdotes. Moi, par rapport à l'intervention de Mathieu sur notre messagerie, j'avais encore une question pour toi, Denis. Il parle donc de faire un entraînement qui est sollicitant le soir, et puis ensuite de peu recharger en sucre ou en glucides, et puis de passer la nuit et le lendemain matin de refaire une séance d'entraînement. Si on procède de cette manière, c'est-à-dire que je vais aller faire un entraînement maintenant qui va solliciter mes réserves de glycogène. Je vais aller courir 15 km pendant 1h20, ça va vraiment commencer à bien entamer mes réserves de glycogène. Je rentre chez moi, je mange une salade verte avec juste une petite vinaigrette, donc peu d'apport, voire quasi pas d'apport en hydrate de carbone. Donc ensuite, je vais me coucher et puis le lendemain matin, je me réveille, je me lève, je bois juste un verre d'eau parce que tu as dit que c'était important de s'hydrater et puis je repars courir. Mais est-ce que pendant la nuit, mon corps aura dégradé des lipides pour refaire ma recharge de glycogène ou pas du tout? Est-ce qu'elles seront restées très très basses? Pas du tout. Les lipides ne se transforment pas en glucides. Par contre, les protéines se transforment en glucides. Donc, vous pourrez avoir un catabolisme. Donc, si votre apport en calories est trop bas, et comme je le mentionnais tantôt, vous êtes en catabolisme au niveau de vos protéines musculaires et ça ne vous donne pas grand-chose. Donc, c'est davantage suicidaire pour moi, ce type de comportement. Le corps va quand même essayer de remplir les réserves de glycogène qui auront été basses, qui n'auront pas été compensées par l'alimentation. Et pendant mes 8 heures de sommeil, idéalement j'ai 8 heures de sommeil, pendant ce temps-là, mon corps va quand même produire du glycogène pour remplir les réserves, mais à partir des protéines musculaires. Des réserves de protéines en circulation ou musculaires. C'est pas une stratégie très, très intelligente. Non, parce qu'en début de podcast, on parlait du catabolisme et on disait que c'était pas forcément un phénomène souhaitable, voire même vraiment l'inverse. Et tu vois, Grégory, tout ce dont on parle, on tente de jouer sur des variables, qui est l'apport en calories, protéines, lipides, glucides, sans avoir rien mesuré. C'est pas de la science. Si on veut vraiment être scientifique, on doit mesurer. Alors, trouvez-vous un journal alimentaire en ligne, mesurez votre apport en calories, votre apport en protéines, votre apport en lipides, votre apport en glucides. En fonction de l'intensité de l'effort, c'est très facile pour un gars comme moi de déterminer la quantité de glucides que vous avez brûlé, la quantité de lipides que vous avez brûlé pendant l'entraînement et donc ce que vous devez remplacer en termes d'énergie. Et c'est toujours ça. C'est toujours un équilibre. Vous brûlez de l'énergie, vous devez consommer l'équivalent sur le plan énergétique. Donc, sur un plan très très court terme, pour un athlète chez lui, c'est pas forcément super évident de savoir s'il a brûlé 244 kilocalories pendant sa course à pied et puis de la compenser correctement. Mais par contre, de semaine en semaine ou de 2 semaines en 2 semaines, c'est plus facile parce qu'il suffit en fait de se peser. Et si on prend du poids, ça veut dire qu'on a un apport calorique qui est trop important. Et puis, si on a une perte de poids, ça peut être l'inverse, non? Partiellement. Parce que le corps, là, tu fais un calcul mathématique au niveau de la perte de poids. Ce n'est pas mathématique, c'est physiologique. Engraisser ou perdre du poids, c'est une direction des réserves énergétiques. Ton corps peut décider de diriger tes réserves énergétiques, protéines, lipides, glucides. Ton corps, en situation de stress physiologique, un apport en calories trop faible, avec un entraînement de trop haute intensité, vous allez perdre du poids dans les premières semaines, mais votre corps va entrer afin de survivre en résistance à la perte de poids. Il y a des gens qui s'entraînent et qui engraissent parce que votre corps va diriger davantage d'énergie vers la zone de stockage, donc les cellules adipeuses, moins vers le foie et les muscles pour le travail et la production de chaleur. Donc, vous faites rouler la machine à l'envers. Donc, le poids n'est pas un outil. Moi, ce que je recommande, un déficit calorique maximal pour quelqu'un qui s'entraîne de 300 calories au quotidien. Si votre métabolisme de base est de 1500 calories,
vous vous entraînez, vous avez dépensé 1000 calories, vous devriez normalement consommer 2500 calories et pas moins de 2200. Et puis, dans quelle proportion à peu près entre glucides, lipides et protéines? Protéines, comme vous êtes des gens d'endurance, on parle de poids santé, devrait représenter à peu près 22% de votre apport calorique de base. Donc, si votre apport calorique de base est de 1500 calories, 22% de ça devrait être des protéines. Environ 35-37% des lipides, 40% des glucides. Et quand vous allez compenser, moi, la compensation, c'est toujours 55% en glucides. Donc, l'excédent, si vous consommez 1000 calories supplémentaires, votre 1000 calories supplémentaires, 45% devrait être des lipides et 55% des glucides. C'est intéressant. Clair ou trop vague? On fera un schéma. Donc, en fait, les entraînements dans les salles de sport qui préconisent de la protéine, c'est pas non plus la solution. Non, parce que votre corps va gérer un maximum de protéines. Il y a un maximum que vous êtes capable de gérer. Normalement, je vous dirais que ce que je calcule, pour les hommes, à peu près 1,6 g par kilogramme de poids santé. Donc, kilogramme de poids santé chez un homme, j'assume qu'il est à 14-15% de gras. Et si j'en consomme plus de protéines, de toute façon, je vais pas l'assimiler, elle sert à rien. Vous allez l'éliminer dans les urines ou les stocker en gras. D'accord. Donc, c'est clair. Ça sert à rien. Ouais. Donc, vraiment, votre source d'énergie devrait être les glucides et les lipides. Et ça amène d'autres questionnements où on va parler d'entraînement, de diète cétogène et toutes ces choses-là qui sont un peu étranges à mon oreille, mais je pense qu'un corps avec des réserves énergétiques complètes est beaucoup plus performant en tout temps. Et puis, est-ce que toi, tu as un avis, on a parlé récemment avec David Dalmanji du low carb high fat. Donc, est-ce que toi, tu as un avis sur le fait de consommer moins de glucides et plus de lipides? La plupart des gens vont consommer dans leur alimentation 70% de leur apport est en glucides. Moi, de mon côté, lorsque les gens sont en perte de poids, je ramène ça aux alentours de 40%. Pour les gens qui s'entraînent en bas de 40%, très peu productif. Et c'est pour ça que vous allez avoir, lorsque je vous parle du 1000 calories supplémentaires si vous vous entraînez, si c'est 55% de 1000 calories, ça commence à faire du glucide. Mais vous l'utilisez, c'est une énergie que vous avez brûlée. Le low carb ne fait pas de sens. D'accord. Donc, diminuer ces glucides pour arriver à l'équilibre dont tu parles, donc ne pas consommer 80% de glucides, mais vraiment baisser cet apport en glucides à l'ordre de 40%, mais pas aller à moins de 40% d'alimentation en glucides. Non, parce que je vois vraiment des pertes d'efficacité. Lorsque je fais des tests de VO2 max, moi, je fais des mesures répétées chez mes clients. Si l'apport en glucides est trop bas, il y a des baisses de performance. Très intéressant. Ouais, rappelons quand même que le sujet du podcast avec David, c'était l'apport en sucre, l'apport complémentaire en sucre, notamment dans les barres énergétiques, les gels énergétiques et autres. Et je pense que là, rien que quand on prend un gel ou on prend une barre qui est bourrée de sucre, on est bien au-delà de l'apport que tu conseilles de 55%. Oui. Il y a des apports extrêmes au niveau de l'apport. En fait, il y a des glucides partout dans l'environnement. C'est des sucres raffinés qui sont les pires pour au niveau bioénergétique. Il y en a partout. Donc, c'est ce qui est plus difficile à contrôler. À la limite, partons du postulat qu'on a une alimentation saine et équilibrée et que dans cette alimentation, il y a déjà suffisamment de glucides et que si on a besoin d'un apport complémentaire parce que l'on s'entraîne versus notre métabolisme de base, il vaut mieux le chercher peut-être dans des sucres naturels comme des fruits, comme des noix, des arachides, des céréales, ce genre de choses. Exactement. Et vous savez que, messieurs, que la plupart des gros sur la planète disent qu'ils mangent santé. Tu sais, quand quelqu'un est en surplus de poids et vous dit qu'il mange santé, tout est relatif. Là, je pense que le meilleur moyen pour en entendre parler et qu'on se fasse secouer les oreilles, c'est de les renvoyer vers ton podcast. Peut-être que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut t'écouter, Denis, d'ailleurs. Vous allez tout simplement sur denisboucher.com et vous allez voir dans le menu du haut émission et vous allez trouver le petit monde scientifique du Doc Boucher. Et vous pourrez m'écouter ou me détester. C'est à votre choix. Hein? Je laisse toute la liberté aux gens dans ce podcast. Ils pourront même te regarder. Les gens très, très susceptibles et très, très soupe au lait, on peut leur dire d'y aller avec précaution. Hein. Les avertissements sont indiqués partout.
J'ai vraiment indiqué que je suis irrévérencieux, franc, direct, qu'on devrait m'enfermer. Mais si vous aimez me détester, vous êtes les bienvenus. Si vous aimez prendre la réalité cash dans la figure, alors là, vous êtes à la bonne adresse, c'est denisboucher.com. Hey, mais messieurs, c'est de votre faute si le petit monde scientifique du Doc Boucher est revenu en ondes. J'ai eu tellement de plaisir lors de notre premier entretien que je me suis dit, non, je ne peux pas réfréner cette joie, je reviens avec mon podcast. Nous en sommes très heureux, Denis. Et puis en tout cas, on te remercie d'avoir accepté de réenregistrer un nouvel épisode avec nous pour répondre à cette question donc de Mathieu qui faisait suite à ta première intervention. Et puis on peut rappeler encore à nos auditeurs que leurs questions sont les bienvenues, même si elles sont complexes, même si elles nécessitent de réenregistrer un épisode complet avec un invité pour pouvoir y répondre. Nous, c'est avec plaisir qu'on le fait. Messieurs, ce sera toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. De toute façon, je pense qu'on va élire Denis au rang de grand consultant suprême du podcast des sportifs connectés. Grand consultant suprême, merci. Quel titre exceptionnel. C'est pas loin de divine parole d'exercice. Ah, oui, on reste dans le même champ lexical, messieurs. Greg, peut-être que tu peux, en guise de conclusion, faire un rappel rapide de ce qu'on s'est dit, et puis surtout, en 3-4 mots, on laissera Denis refaire une réponse rapide à Mathieu pour qu'on puisse conclure là-dessus. Oui, alors si on doit synthétiser, donc la question de Mathieu était de savoir s'il était bénéfique d'aller s'entraîner avec des réserves de glycogène qui étaient au plus bas, et puis est-ce que ça pouvait avoir une quelconque valeur. Alors ce que Denis nous a dit, c'est que lui ne voyait pas d'intérêt à le faire, que ça représentait plus d'inconvénients que d'avantages, que Denis lui recommande donc de continuer à s'entraîner 80% en aérobie, et puis ensuite les 20% restants, on peut aller chercher des entraînements plus intensifs, mais si on augmente la part d'entraînement trop intensif dans son plan d'entraînement, on va tout droit vers le surentraînement et vers la blessure. Et puis à s'entraîner trop dans des réserves de glycogène qui sont très basses dans le corps, et bien qu'est-ce qui va se passer? Le corps lui, il a quand même besoin d'énergie pour continuer à avancer, donc il va dégrader de la fibre musculaire pour continuer à avoir de l'énergie, et puis ça c'est ce qu'on appelle le catabolisme, et finalement c'est un phénomène qu'on voudrait éviter en tant que sportif d'endurance parce qu'il n'est pas bénéfique, il va faire fondre la masse musculaire et puis il va être une filière énergétique qui n'est pas souhaitable pour nous. Donc voilà, un petit peu si on peut résumer en quelques phrases notre épisode. Est-ce que c'est juste, Denis? J'ai vraiment dit tout ça? Oui, excuse-moi, c'est tout à fait juste. Oui, est-ce qu'il y a une différence entre le catabolisme et le fait de ce qu'on appelle sécher, faire sécher ses muscles avant une compétition? Et puis, quelle différence entre justement faire un entraînement où on va taper dans les réserves de glycogène, avoir un faible apport pour reconstituer ses réserves et repartir s'entraîner le lendemain avec un entraînement à jeun? Il t'a dit un mot épouvantable, Hermano, sécher. Sécher la musculature veut dire pour moi déshydratation complète, où on place le corps en situation de stress physiologique. Et ce que les gens ignorent, la plupart des coureurs veulent diminuer leur pourcentage de gras un minimum possible. Mais moi, ce que j'ai observé, lorsque le pourcentage de gras arrive en deçà de 10%, les performances chez plusieurs personnes se mettent à diminuer. Donc, il faut maintenir un certain pourcentage de gras, éviter les stratégies un petit peu étranges de sécher qu'on va retrouver dans le culturisme, par exemple. C'est à faire attention parce que tu me parles de ça, mais je suis à l'heure actuelle en train de travailler avec un boxeur professionnel qui a tellement fait d'entraînement de haute intensité de déshydratation avant la pesée officielle que son métabolisme est totalement débalancé, son hydratation est totalement débalancée. Il faut tout reconstruire. Donc, il faut vraiment faire attention. Cherchez avant tout un état d'équilibre. Ne cherchez pas des extrêmes. Les gens croient que la performance vient avec les extrêmes. La performance vient avec l'équilibre et l'intelligence. Merci. Et deuxième question, la différence entre la question que posait Mathieu, c'est-à-dire vider ses réserves de glycogène, ne pas forcément les recharger à plein et repartir s'entraîner, et un entraînement à jeun. T'es pas loin de la même chose. Parce que, écoute, c'est un entraînement à jeun. Imagine, il faut vraiment réfléchir quelques secondes. Tu as passé 8 heures à dormir sans énergie.
Le lendemain, tu te lèves. T'es assez intelligent pour ne rien consommer. Et intelligent entre guillemets ici, vous avez bien compris. T'es assez intelligent pour aller courir 1h30 sans rien dans le ventre. Wow, je suis vraiment impressionné, là. Franchement, on fonctionne sur des réserves énergétiques. OK, messieurs, imaginez un exemple. Vous embarquez dans l'avion et le pilote vous dit « J'ai rempli les réservoirs seulement à 25% aujourd'hui. » Et on part. Allez-vous avoir envie de rester dans l'avion? C'est la même chose. C'est bon, Greg, on a réussi à l'énerver. C'était ce que je voulais. Alors, l'énerver, je sais pas, mais en tout cas, la métaphore est vraiment extrêmement parlante. Hein. Bon, mais ça n'empêche que moi, je suis désolé, je comprends toujours pas, messieurs, je suis un peu bête. Mais pourquoi alors est-ce qu'on nous fait l'apologie de l'entraînement à haute intensité et pourquoi est-ce qu'on nous fait cette apologie depuis des milliers d'années de l'entraînement à jeun? Alors, je sais pas qui t'a fait cette apologie de l'entraînement à jeun. Moi, j'ai toujours appris à l'éviter ou en tout cas à le fuir et puis enfin voilà, moi j'ai toujours entendu que c'était pas forcément quelque chose de bon. Non, mon livre Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps, je l'ai écrit parce que j'ai fait une réalisation extraordinaire. Je fais des centaines de tests de VO2 max chaque année. Un jour, je teste un coureur qui s'entraîne 15 heures par semaine. Je teste une personne qui marche 5 heures par semaine et elles ont tous deux le même VO2 max, 51. Où est l'erreur? Le coureur très intelligent que j'avais, c'est vraiment la représentation de ce que tu me dis, Hermano. Entraînement de haute intensité en tout temps et aucune gestion adéquate de la nutrition. Donc lui, tu lui as décerné un Darwin Award. Oui! J'aime beaucoup. Donc, messieurs, je pense que sur ces rires et sur ces bonnes paroles, nous allons pouvoir mettre un terme à cet épisode qui, encore une fois, a été plein de bons enseignements et beaucoup de tranches de rire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, en tout cas, j'espère qu'on a répondu aux questions de Mathieu. Et puis, s'il en subsiste par rapport à ça ou à d'autres, on attend les questions sur notre boîte vocale. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Où encore, grâce à Denis, j'ai appris plein de trucs et j'ai continué à enrichir ma culture de sportif. J'ai vraiment bientôt plus aucune excuse pour ne pas performer sur mes compétitions. Ça devient de plus en plus oppressant tout ça. Aucune excuse. De toute façon, il va falloir qu'on organise un stage à Québec pour un de ces quatre aller rencontrer Denis et puis qu'il redresse les toutes petites dernières choses qui restent à régler, Greg. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que je prends l'avion quand tu veux, mais avec les réserves de kérosène à 100%. Très bonne idée. Messieurs, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne continuation, puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, Denis. Oui, je vous aime gros. À bientôt. Bye bye. Ah, merci Denis, c'était tellement bon. C'est vraiment un plaisir, messieurs. C'est n'importe quand pour moi de mon côté. Écoute, pour nous, c'est vraiment avec plaisir aussi, ouais.